Bonsoir et merci de votre fidélité à la télévision nationale. Quels événements et quelles décisions retiennent l'attention des Béninois après un peu plus de 3 mois de gestion du pouvoir du président Patrice Talon? Pour passer en revue les 100 premiers jours du nouveau départ, nous avons sur ce plateau ce soir, et ce pour 90 minutes au lieu de 52. Merci à nos responsables. Nous avons comme invité Maître Joseph Diogbenou, garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, à partir de ma droite. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Marat. Après le ministre, monsieur Eugène Azatassou, coordonnateur de l'Alliance FCBE. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, téléspectateurs. Et à ma gauche, Noël Chadaré, secrétaire général de la COSI. Bonsoir. Bonsoir à vous. Pour démarrer cette émission, l'annulation des concours frauduleux est la première décision du gouvernement appréciée des Béninois. L'insécurité et la cherté de la vie constituent encore le talon d'Achille du gouvernement et c'est sans jeu de mots. C'est selon le sondage réalisé par l'Institut béninois de sondage. Son directeur était notre invité aujourd'hui. On va l'écouter avant de revenir en studio. On écoute Diogbenou Parfait reçu par Prévert Notéo. D'abord, réaliser un sondage 100 jours, après 100 jours de gestion du président ou bien de la structure du nouveau départ, ça permet de faire une évaluation à parcours déterminé. Et il faudrait que les Béninois aient l'habitude de l'auto-évaluation et de l'évaluation. C'est pour cela que nous avons fait ces 100 jours, quoique les 100 jours ne soient pas suffisants pour évaluer véritablement l'action du gouvernement. Ça permet tout au moins d'avoir un flash à bout de parcours, en tenant compte de la structuration de la population électorale du pays. Nous sommes partis sur la base d'un échantillon de 1204 individus de Béninois âgés de plus de 17 ans. Donc c'est à peu près ça. C'est structurellement partir de l'échantillon mère et revenir à un tout petit échantillon à partir duquel nous développons les questionnaires. Ce qui a permis de savoir que les préoccupations des Béninois ont été l'annulation ou la suppression des concours présumés frauduleux, la poussée de la vindicte populaire, la cherté de la vie. Ce sont d'abord les 3 thèmes qui ont retenu leur attention. En plus, nous sommes allés pour comprendre l'appréciation de l'opinion des différentes décisions du gouvernement du changement. Primo, les bonnes, les mauvaises. Et les bonnes, il se fait que c'est toujours la question de l'annulation des concours frauduleux qui vient en tête. Et curieusement, celle qui vient en tête des mauvaises décisions, c'est l'interdiction des vindictes populaires. On retrouve l'explication de cette réaction de l'opinion dans les questions qui suivent. Parce que quand on fait le bilan secteur par secteur de l'action du gouvernement, du nouveau changement, du nouveau départ, vous m'excusez, on comprend tout de suite que sa faiblesse réside dans la sécurité. Dans la sécurité. Et son bon point, c'est au niveau de l'éducation et des libertés publiques. Ça fait partie des faiblesses du système du nouveau départ. Les Béninois sont optimistes et ils pensent que le régime du nouveau départ peut apporter amélioration et résoudre les problèmes énumérés dans les différents secteurs, les domaines dans lesquels nous avons essayé d'évaluer leur appréciation de la gestion du gouvernement. En termes de marge d'erreur, elle se situe autour de 5%. Ça, c'est tout à fait classique. C'est autour de 5%, la marge d'erreur. Mais je crois que nous devrons apprécier ce sondage comme un flash par rapport au bilan du gouvernement sur les 100 jours. Voilà donc Parfait Diogbenou, le directeur de l'Institut béninois de sondage. Je vais commencer par le secrétaire général de la COSI. Est-ce que vous avez le même avis? Est-ce que c'est pour vous la décision majeure du gouvernement, celle qui annule les concours, ou vous auriez fait autre chose si vous étiez conseiller du président Patrice Talon? Non, je crois que le gouvernement allait dans le bon sens, dans la bonne direction. C'était la première
bonne parce mesure à prendre. parce que nous, Confédération centrale syndicale et acteurs de la société civile, on avait déjà demandé au pouvoir qui allait s'installer, si le président Talon venait à s'installer, et on avait suggéré qu'il fallait annuler ces concours. Il fallait les annuler. Et le président Talon arrivait dans dès la première semaine. Je crois que le président Talon a décidé, avec son gouvernement, de suspendre les concours. C'est une méthode, une démarche méthodique, et que nous concédons, parce qu'il fallait mettre sur pied une commission pour vérifier la régularité de ces concours-là. Et ça a été la bonne démarche. Les conclusions de ces travaux de cette commission ont été rendues, n'est-ce pas? Et le pouvoir a pris la décision d'annuler les concours. Et ça, donc, c'est un peu... On est en phase avec le pouvoir de Talon en prenant cette décision-là. Nous estimons que c'est une très bonne chose. Et il faut féliciter quand c'est bon. Quand on fait bien, on dit c'est bon. On viendra voir si après il y a des décisions qui sont mauvaises. Ouais. Monsieur Azatasso, merci d'avoir répondu à mon invitation. J'hésitais avant de commencer cet entretien. Est-ce que je dois dire qu'aujourd'hui que l'Alliance FCBE, c'est un parti de l'opposition? Enfin, c'est une alliance de partis d'opposition. Comment est-ce que vous définissez les FCBE aujourd'hui? Merci beaucoup. Avant qu'on aborde les questions. Avant qu'on aborde la question, bien entendu. La position de l'Alliance FCBE par rapport au pouvoir en place va se présenter, va être proclamée au cours d'une assise de l'Alliance. Ça n'a pas encore été fait, tout simplement parce que nous sommes en train d'observer, parce que cette décision ne se prendra pas par rapport à quelques actions ou même quelques erreurs éventuelles. Ça va se prendre par rapport à l'orientation générale du travail que fera le pouvoir. C'est par rapport à cette orientation-là que nous allons prendre la décision. Depuis les élections, le FCBE n'a pas tenu de congrès pour définir une ligne de conduite? Non, nous n'avons pas tenu de congrès encore. Le congrès est en préparation. Très bien. Quelle est votre lecture justement des décisions prises par le gouvernement? L'Institut estime que la première bonne mesure, c'est l'annulation des concours. Oui. Bon, nous n'avons rien contre qu'il soit mis en place un système pour contrôler ce qui a été fait. S'il y a des irrégularités, que ces irrégularités soient corrigées. S'il y a des gens qui ont été à la base de ces irrégularités, s'il y a des sanctions, que ces sanctions soient prises. Seulement. Vous sentez porter la responsabilité de ce qui seulement, s'est passé? Je parle justement de ces concours. Seulement, l'un des éléments de pouvoir aujourd'hui, c'est le dénigrement du pouvoir passé. C'est-à-dire que c'est comme si la campagne se prolongeait. C'est comme si il fallait continuer d'entretenir la haine dans du pouvoir passé. Dans S'il vous plaît, je vais finir avec ça. J'y en arrive. Il faut entretenir la haine du pouvoir précédent. Il n'a rien fait, il a détruit le pays. Et on est allé même jusqu'à dire qu'il n'y a pas eu de... Sur le plan des infrastructures, il n'y a rien de fait. Ça là, si le ridicule pouvait... Heureusement que le ridicule ne tue pas, ça nous permet de conserver nos cadres et nos politiques. Bon, dans cette ambiance-là, ce que nous voulons, c'est que tout soit clair et transparent. Vous comprenez? Une commission a été commise. Bon, la commission, on a eu le rapport par le biais des journaux. Bon, est-ce que c'était vraiment ça le rapport? On a eu le rapport de la commission de vérification. C'est pour ce point qu'il s'agit. Oui, bien sûr. Il y a eu le rapport de la commission et puis il y a eu la relation qu'en a faite le Conseil des ministres. On a entendu des noms. Alors, est-ce que
La source d'information des quotidiens, c'est naturellement le Conseil des ministres. Oui, mais l'implication réelle de ceux qui ont été cités nommément dans les questions d'irrégularité, ça n'a pas été établi. On ne sait pas de quoi ils retournent. Les noms ont été donnés. Est-ce que c'est toujours pour continuer de salir? C'est ça qui est le problème. Vous interpellez le ministre de la Justice qui est avec nous, Maître Diogbenou, répondait à sa question, le dénigrement, mais peut-être un regard sur disons l'invité qui a dit quand même que, et j'ai dit sans jeu de mots, le talon d'Achille du gouvernement, c'est l'insécurité. Qu'est-ce que vous en dites? Je sais que vous allez revenir sur ce qu'a dit M. Azatasso. Bien sûr, vous savez que, sans jeu de mots, ce que Diogbenou a si bien présenté, ce n'est pas à Diogbenou de remettre cause autrement. Je voudrais dire que, s'agissant sérieusement de l'annulation des concours, c'est une promesse à la fois du gouvernement, mais c'est une promesse de l'élite progressiste. C'est un vouloir des jeunes. Et à partir du moment où ce concours a été suspecté, au moment de son organisation, d'irrégularité. Et vous avez constaté que ce que nous avons mis en place, c'est une procédure totalement transparente, avec des éléments d'appréciation relevant des spécialistes eux-mêmes, des hommes et des femmes compétents qui se sont occupés de vérifier la régularité du concours. Le gouvernement n'a fait que porter à l'opinion les conclusions de cette commission et a pris la décision qui s'impose, c'est-à-dire de l'annulation de tous les concours. Je voudrais, répondant à M. Azatasso, dire que non, le gouvernement n'a pas de mérite particulier à dénigrer un régime, quoique lui l'ayant précédé. Nous aurions voulu le faire, que les éléments évidents qui auraient pu contribuer à voir au niveau de l'opinion une appréciation qui ne serait pas avantageuse au profit des FCBE, ces éléments n'auraient pas été appropriés par le seul gouvernement. Et donc vous savez bien, par exemple, que le concours, l'annulation des concours, c'est une question populaire. Le disant, ce n'est pas dénigrer le gouvernement. Faire l'inventaire de ce qui a été fait avant notre arrivée, ce faisant, ce n'est pas dénigrer le gouvernement précédent. Les contrats qui ont été signés... Quand vous dites l'inventaire, vous pensez aux audits? Je pense aux audits. Je pense à tout le processus contractuel, quasiment la dernière année, les derniers mois, avec des engagements énormes aux dépens du Bénin. Le faire, ce n'est pas dénigrer un gouvernement précédent. C'est l'État qui fait son propre inventaire. Que cela a été fait par un gouvernement précédent, c'est un fait. Mais que nous prenions la décision de regarder autrement que la direction qu'on nous avait orientée, c'est une responsabilité qui est la nôtre. Oui, parlant de contrat, vous allez poursuivre votre logique, mais parlant de contrat, s'il est avéré demain que des proches du président ou de son entourage sont impliqués dans des contrats divers, quelle pourrait être la décision? Vous savez, la loi, elle est la même pour tous. Autant que chacun a l'égal accès à la loi. En fait, je pose la question. Vous savez pourquoi je pose la question? Dans le dossier PPAE, on a cité un certain nombre de personnes qui étaient censées... La loi est égale pour tous. Très bien. Et chacun, devant nos juridictions, doit assumer ses responsabilités. Et il ne nous appartient pas, vous imaginez bien, de juger les uns et les autres. Et les juridictions compétentes que le gouvernement précédent a entrepris lui-même de saisir feront, n'est-ce pas, le travail que le citoyen, que le souverain appelle qu'il fasse, demande qu'il fasse. Alors, vous dites la question de l'insécurité, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une situation, je veux dire, de quasi-impuissance, n'est-ce pas, de quasi-impotence, d'absence de moyens extrêmement importants en ce qui concerne nos forces de sécurité et nos forces de défense. Nous sommes en train de redresser la situation.
nous sommes d'autre part dans une situation difficile au niveau de la justice. Je suis intervenu ces derniers temps pour l'expliquer. Lorsque, même si le système sécuritaire était totalement fonctionnel, dans n'importe quel pays au monde, il n'est jamais parfaitement, totalement fonctionnel, il faut une justice assez prompte pour satisfaire la soif de la sécurité de chaque citoyen. À propos de promptitude des policiers, on ne la sent pas. Et c'est ça qui justifie peut-être la vindicte populaire. Et les populations, vous l'avez constaté, se disent ça c'est une faiblesse du pouvoir et ne veulent même pas de l'interdiction de la vindicte populaire. Il faut que nul n'ose penser que les populations ne veulent pas de l'interdiction de la vindicte populaire. Il faut comprendre qu'ils appellent à plus de sécurité, qu'elles appellent à plus de sécurité et à plus de justice. Parce que vous n'imaginez pas le désordre structurel dans lequel nous serions si on confirmait la thèse suivant laquelle les populations ne veulent pas de l'interdiction de la vindicte populaire. Ce que les populations veulent, et ce pourquoi le gouvernement, en toute responsabilité, apportera les solutions, c'est une justice présente, c'est une justice continue, c'est une justice accessible. Ce sont des forces de sécurité responsables, aussi présentes sur tout le territoire national. Ce sont les réponses aux préoccupations touchant la sécurité. Le gouvernement est conscient que la réponse n'est pas encore suffisante et elle s'emploie à faire en sorte que cette réponse puisse être beaucoup plus appropriée à la mesure du péril sécuritaire qui s'impose à nous. Très bien. Là, on est allé dans l'appréciation de l'élément que nous avons regardé. Notre débat s'articule sur un certain nombre d'axes que j'avais préétablis. Les décisions politiques, on va parler des réformes, de la réduction de la taille du gouvernement, de la structure type des ministères, des préfectures qui sont maintenant connues. On parlera du social, on a abordé justement la question avec les concours. On va parler de la cherté de la vie qu'on a abordé en regardant l'élément. On va parler de l'économie. Vous savez, l'accord cadre qui rétablit l'AIC, on évoquera un certain nombre de questions. Et pour commencer, M. Chadaré, le premier volet, c'est-à-dire les décisions politiques, récemment, la commission de réforme institutionnelle et politique a déposé son rapport. Mais avant cela, je voulais avoir votre regard d'abord sur la première décision que le président Talon a prise, c'était la réduction de la taille du gouvernement. Est-ce que ça vous rassure? Est-ce que ça vous dit, oui, le gouvernement a une volonté de réduire le train de vie de l'État quand vous regardez la taille du gouvernement? 21 ministres. Oui, je crois que c'est une bonne chose que le chef de l'État... C'est la première fois que j'entends un syndicaliste dire deux fois. C'est une bonne chose. Quand c'est bon, on dira que c'est bon. Tout à l'heure, je dirais que des choses ne marchent pas. Ça, vous pouvez compter sur moi. Je jouerai à fond mon rôle. Ce que je dis, c'est qu'on a toujours vu dans ce pays des gouvernements 28, 30 ministres, 29. C'était trop. C'était trop pour un pays comme le nôtre. Un pays pauvre. Et je pense même que le chef de l'État aurait dû même aller jusqu'à 18 ministres. C'était annoncé 18 ministres. Est-ce que finalement, on s'est retrouvé à 22. Bon, 22, 21 plutôt. Voilà. 18, on est retrouvé à 21. Mais c'est déjà acceptable. Le chef de l'État n'avait pas promis 18 ministres. Hein. Non, c'était annoncé. Ça, c'était... C'était annoncé. Et bon, mais 21 ministres, c'est déjà un effort qu'il faut souligner. En tant que syndicaliste, j'ai suivi vos collègues, vos confrères du ministère de l'économie et des finances qui ont protesté contre la structure type du ministère qui supprime les DRFM. Est-ce que vous avez la même réaction que ceux du ministère? Je suis totalement en phase avec eux. Oui, qu'est-ce qui n'est pas bien dans la structure type des ministères? Qu'est-ce qui n'est pas bien? Même avant, la façon dont ça a été fait, c'est pas une bonne façon. Quand vous êtes arrivé au pouvoir et que vous voulez, il y a une situation, vous voulez changer. On voit que l'intention du pouvoir, c'est de réduire le train de vie de l'État. On a compris. Mais il faut évaluer d'abord et aussi échanger avec les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux n'ont pas été associés à cela. Et moi, je dis, ce n'est pas seulement ce ministère, il y a d'autres ministères où il y a des AOF. Y compris le mien. Et que nous contestons. Moi, je suis de l'enseignement secondaire. Mais j'ai lu l'AOF, le ministère de l'enseignement secondaire. J'ai des choses à redire là-dessus. Quelles choses, Nous n'avons pas été associés.
Et on a fait les choses taillées sur mesure, on a réduit. On dit il faut associer les DRF, il faut fusionner les DRFM et la DRH. N'est-ce pas, la DRH Pour en faire DAF. Pour en faire DAF. Mais nous avons dans ce pays expérimenté cela. Il y a eu DAF dans ce pays, avec les pouvoirs précédents. On a eu DAF. Ce n'est pas la première, on n'invente rien là. Mais si on veut revenir à DAF, mais pourquoi est-ce qu'on avait entre-temps laissé, on revient à cela. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème. Il faut nous asseoir pour évaluer. Qu'est-ce qui a fait qu'on est passé? En temps, on avait les DAF. On s'est retrouvé avec DRH, DRFM. Ça veut dire qu'il y a eu un problème. Maintenant, on veut retourner. Mais faisons l'évaluation. Discutons-en avec ceux qui sont concernés. Les travailleurs. On a le sentiment que le pouvoir du chef de l'État, du président Talon, c'est vrai, il y a des aspects positifs, mais on a l'impression que tout vient de là-haut et on dicte la loi à ceux qui sont en bas et nous ne pouvons pas accepter. Vous convenez avec nous que les travailleurs sont dans leur logique de dire non, on ne peut pas procéder comme ça. C'est-à-dire que vous faites les choses sur notre tête, nous ne pouvons pas accepter. Et ça, c'est normal. Monsieur le ministre va réagir, et je vous donne la parole. Oui. Vous aurez votre temps d'antenne, soyez rassurés, c'est parce qu'il a évoqué la question de l'implication des travailleurs. La question va au-delà de ça. La question essentielle, M. Chadari, c'est de savoir, en vertu de l'article 54 de la Constitution, qui détient le pouvoir réglementaire, qui forme le gouvernement, le peuple souverain élit un président de la République à qui il confie le soin de composer son gouvernement. Autant vous avez apprécié, M. Chadari, que nous ayons pu maintenant avoir 21 ministères, vous auriez souhaité même qu'on en ait 18. Autant le président va plus loin. C'est lui qui donne les moyens à ses ministères, à ses ministres, qui sont ses collaborateurs, qui leur indiquent les missions. Les AOF ne sont que les documents d'établissement des missions confiées aux différents collaborateurs. Mais il dit qu'avant d'établir les AOF, il fallait associer les... Il n'appartient qu'au président de la République, de dire quels sont les départements qui lui permettraient d'atteindre ses objectifs politiques. Au sein de ces départements, quels sont les canevas, quelles sont les ressources humaines. Dans ce que le président de la République a fait, il n'a pas licencié les fonctionnaires. Ils sont, chaque fonctionnaire, agent permanent de l'État, est, je veux dire, au service de l'État, sera employé dans les services auxquels l'État l'inviterait à être employé. Et donc, le débat, qui est aussi dans mon département ministériel, lorsque vous contestez le fait pour le président de la République de déterminer les AOF, pourquoi ne contesteriez-vous pas le fait pour le président de la République de faire disparaître certains ministères? Cela va du même esprit. Il faut premièrement rationaliser les dépenses de l'État, réduire le train de vie de l'État, dépolitiser l'administration. Je comprends bien que nous n'ayons peut-être pas eu les meilleures solutions, mais c'est cela, vous allez l'évaluer à partir du moment où nous aurons appliqué, le président de la République aura appliqué les objectifs et les directives qu'il a mises en place et que les résultats n'auraient pas été obtenus, je pense qu'il assumerait les critiques. Mais il ne faut pas priver le président de la République, dans un un pouvoir présidentiel, de la possibilité, premièrement, de former son gouvernement, deuxièmement, de donner les outils juridiques et administratifs aux membres du gouvernement pour agir sur le terrain. Oui, merci beaucoup. M. Azangassou, qui n'a pas parlé oui, c'est depuis vrai, un bon moment, et merci je lui donne la parole. Merci beaucoup. Voilà. Sur un certain plan, c'est grave ce que je viens d'entendre. Oui. Très grave. Allez-y, expliquez pourquoi c'est grave. Mais qu'est-ce qui est grave? Avant d'en arriver là, je voudrais conclure sur la question du concours. Très rapidement. Ce que j'ai dit, c'est que on fait des investigations, je suis d'accord. On détermine les responsabilités, je suis d'accord. On punit les responsables, je suis d'accord. Mais il ne faut pas en profiter pour faire des règlements de compte. Bon, est-ce qu'on a encore la preuve qu'il y a des règlements? C'est exactement ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'on a encore des preuves qu'il y a des règlements de compte? Bon, si on veut s'étendre, je peux m'expliquer cela. Mais je crois qu'on pourra peut-être... parce que quand je dis que on a cité des noms sans que je ne vois réellement quelles sont les implications, je pense au règlement de compte. Vous comprenez?
Bien. En ce qui concerne la restriction, le pouvoir actuel, son leitmotiv, c'est l'économie, faire des économies, réduire le train de vie de l'État. C'est une bonne chose en soi. Mais l'économie, pour ça, il y a des limites. C'est quoi les limites? Les limites, c'est que le développement est fait par les hommes et pour les hommes. Un ministère, il y a des hommes qui y travaillent. Ce n'est pas une entreprise où il y a le PDG qui est le président de la République et où il donne des directives, tu es content, tu n'es pas content, tu exécutes, et à la fin, s'il n'a pas le résultat, tu parles. À la fin, si il n'a pas le résultat et que tu n'as rien dit, tu es comptable. Le travailleur est comptable s'il n'a pas le résultat. C'est pour ça qu'il est tenu de tirer sur la sonnette d'alarme. On ne peut pas... Vous êtes en train de nous dire qu'il aurait associé les partenaires sociaux? On ne peut pas organiser un endroit où se trouvent des gens qui travaillent. C'est eux qui travaillent à atteindre les résultats. On ne peut pas organiser ça sans eux. Oui, mais est-ce que les AOF, dans le gouvernement précédent, sous le régime de Yahya Boni, pour établir les AOF, on avait associé les partenaires sociaux? Les AOF se font à l'intérieur du ministère avant de remonter. Ça se fait par les... Ça veut dire quoi? C'est les travailleurs qui... Non, c'est pas forcément, c'est le ministre qui dirige, bien entendu. C'est le cabinet qui dirige, bien entendu. Mais l'AOF est apprécié par l'ensemble du ministère avant de remonter au Conseil des ministres. C'est comme ça que ça se fait. Mais on ne peut pas dire le président de la République, c'est lui qui a été élu, c'est lui qui est comptable, et c'est lui qui dit où chacun se pose. C'est comme dans une entreprise où le travailleur, on le met, et c'est même plus maintenant dans n'importe quelle entreprise. Parce que si, même dans une entreprise privée, le PDG gère comme ça, il va avoir des travailleurs qui vont commencer à remuer, il n'atteindra pas ses objectifs. Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que le travailleur ne peut que subir parce que le président est élu et lui dit voilà comment tu dois faire. Non. Mais les travailleurs ne subissent pas puisqu'ils ont la liberté et même la possibilité de dire non et ils l'ont fait, ils se sont manifestés à travers des sit-ins. Bon, mais c'est ce que je viens d'apprendre. Très bien. Monsieur Chadali, on va évoluer parce qu'il y a beaucoup de sujets, rien que sur ce volet politique. On n'a abordé qu'un seul aspect, la structure type des ministères, la taille du gouvernement, mais il y a la réforme majeure, et comme on a la chance d'avoir le ministre de la Justice, la réforme majeure repose essentiellement sur le mandat unique que souhaite le chef de l'État. Bien entendu, il y a d'autres réformes au niveau de la Cour de justice, la Haute Cour de justice, la HAC et tout. Quel est le regard que vous avez porté sur le rapport de la commission Diogeno? Je ne sais pas si vous l'avez lu. Oui, bon, elle n'est pas encore rendue publique. On a la substance, la synthèse. La synthèse. Mais avant de parler de ce rapport, je dois dire, parce que j'ai écouté M. Diogeno, le ministre, je crois que la gouvernance talon, si elle doit être une gouvernance d'ailleurs, si elle va être meilleure, elle doit être inclusive. Elle doit être inclusive. Ça signifie que pour chaque décision, il faut consulter les concernés. On a le sentiment. Oui. Non, il y a le plus possible. Il faut consulter. Parce qu'on ne peut pas. Parce qu'on est élu, on a un mandat, et donc on en dispose comme on veut. C'est des décisions qui sont prises pour un ministère donné. Il y a des travailleurs. Mais donc, on n'a pas... Et puis, on est des êtres humains. On n'a pas la science infuse. On peut se tromper. Donc, normalement, si on veut l'instrument privilégié de la gouvernance, la bonne gouvernance, c'est le dialogue. C'est important. C'est le dialogue. Et le dialogue constructif. C'est important. Avançons sur le maintenant, venant à ce que vous avez dit, le rapport de la commission, bon, je crois que, en gros, ce qui est prévu, c'est de bonnes. La commission a fait un bon travail. Vous êtes d'accord pour le mandat unique? Non, ils n'ont pas tranché. Ils ont remis, n'est-ce pas, le document, les conclusions, en laissant le chef de l'État faire l'option. Mais nous, on est contre les mandats uniques. Pourquoi? Contre les mandats. Il faut que les Béninois
Si le président Talon a pris cette décision, parce qu'il a vu, il est resté avec le président Yahi, et il a sûrement vu que, bon, mais le pouvoir, parce qu'il est resté dans les arcanes du pouvoir, et donc il a sûrement tiré cet enseignement de cette expérience qu'il a eue avec eux. Et donc, pour lui, la meilleure manière, c'est de faire un mandat, parce que pour lui, si on doit venir au pouvoir, on doit espérer un second mandat, on ne travaille pas. C'est ça, en résumé. Mais je crois que c'est pas là. Proposer un mandat unique, c'est dénier aux Béninois, enfin aux citoyens, le droit de pouvoir sanctionner. Le pouvoir de sanctionner. Parce que si vous êtes élu, on vous attend pour vous sanctionner dans 5 ans. Mais quand on sait que vous ne serez pas sanctionné, ce n'est pas la peine. Il n'y a pas de sanction parce que vous allez partir après 5 ans. Et si le chef d'État, lui, veut faire un mandat, parce qu'il a fait cette option, il fait son mandat, il s'en va. Mais le constitutionnaliser, ce n'est pas normal. Parce que nous sommes dans un... D'abord, nous avons, n'est-ce pas, la Constitution de 1990. Cette Constitution a des piliers dans lequel est moulé, n'est-ce pas, notre Constitution. Le mandat unique, le mandat plutôt, la limitation de mandat et la durée d'âge, ce sont des éléments qui sont des socles de notre Constitution. Donc, on ne devrait pas le faire partie. C'est parce que ce qu'on propose avec cette nouvelle Constitution, c'est qu'on prévoit, on dit ben, tous les anciens présidents ne viendraient pas parce qu'ils ne seront pas candidats, y compris le président actuel. Il y a une disposition comme ça qui est faite, je ne sais pas. Mais je crois que quelque chose comme ça a été mis dedans. Le maître Jobenou me démentira si ce n'est pas le vérité. Mais on n'a pas besoin de ça, de mettre cette disposition c'est parce qu'on sait que le mandat unique, si on le fait, on change notre constitution. C'est une nouvelle constitution. Et pour éviter... Non, il est juriste, mais bon, nous avons aussi... Même si on n'est pas... Moi, je suis littéraire, je suis professeur, mais nous savons que si on ne met pas cette disposition, ce serait une nouvelle constitution. Donc, alors, moi, je pense que ce n'est pas normal qu'on nous impose un mandat unique. Ça a tellement d'inconvénients. Ce n'est pas évident. Il faut seulement prévoir un mécanisme pour contraindre le chef de l'État à pouvoir faire bien. Dans notre constitution, on peut faire ça. Très bien, il y a l'impeachment dans d'autres pays. Parfait, on vous a compris. Je vais laisser le ministre réagir. Monsieur le ministre, je vous laisse réagir avec une question précise. Peut-être vous allez commenter ce qu'il a dit, mais la question c'est la suivante. Depuis que vous avez remis le rapport au chef de l'État, qu'est-ce qui a évolué? Est-ce qu'il y a eu des changements? Vous l'avez présenté en Conseil des ministres. Est-ce qu'il y a des décisions qui sont annoncées ou qui vont être prises bientôt, monsieur le ministre? Avant de revenir sur cette question, je voudrais dire que ce que nous avons exposé tout à l'heure n'a rien de grave. Lorsque M. C'est-à-dire à chaque fois répondre. Oui, il considère que la position que nous avons adoptée était d'une gravité telle que... non, vous savez que si on devrait appliquer à la lettre la gouvernance participative, c'est une très bonne chose. C'est déjà la formation du gouvernement que le président de la République devrait interroger les travailleurs, savoir s'il faut 20 ministères ou 48 ministères. Et on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Ça, et je voudrais, et sur cette base-là, lorsque lui-même, alors que nul ne l'a contraint à composer le nombre de ministères et à désigner les personnalités en charge de les diriger, il lui appartient de fixer une lettre de mission à chaque ministère. Je voudrais que nous nous comprenions sur cette base. Ce n'est pas la rupture de la démocratie participative, de la gouvernance participative, d'autant par ailleurs que tous les AOF ont été discutés au sein de tous les ministères à des niveaux déterminés. Mais il est vrai, lorsque l'on met ensemble le ministère de la Justice, de la Législation et le ministère en charge des relations avec les institutions, vous ne pouvez pas dire que l'AOF sera une adjonction des anciens AOF. Vous voyez, les choses évoluent et le président de la République a cherché des outils nouveaux qu'il veut expérimenter. Et c'est pour cela qu'il a pris soin de fixer les limites dans les AOF. Mais à d'autres occasions, nous allons revenir beaucoup plus amplement sur la commission et le rapport qui a été déposé. D'abord, par rapport à votre préoccupation, il est évident, nous n'avons pas encore, le président de la République n'a pas encore fait les choix
confirmer ses choix au niveau du gouvernement. Et cela sera fait bientôt. Et il entreprendra de discuter avec les forces politiques et les forces sociales sur les sujets de préoccupation qui sont les siens. Il y a des choses... Je voudrais une espèce de conférence nationale bis ou... Non. S'il devrait y avoir une conférence, on ne saurait pas aller dans une commission. Je voudrais dire, à la suite des développements qui ont été faits, dire qu'il ne sera pas reprochable au président de la République de ne pas exactement avoir fait ce qu'il a développé pendant la campagne. Vous pouvez ne pas avoir voté pour lui, mais il a développé pendant la campagne. Il a dit, voyez-vous, c'est tout à fait normal. J'ai apprécié lorsque vous avez commencé par dire que ceci est bon. Pas principe. Ce que nous devons rechercher en Afrique, c'est un homme politique qui a exposé des vues sur la base desquelles il a été élu. On peut ne pas le suivre après sur ces vues-là, mais il a la responsabilité politique de donner suite à ses opinions. C'est ce qu'il a fait. Le mandat unique, il a développé. Le renforcement de la justice, il a développé. Le système partisan, il a développé. Le modèle politique béninois, c'est ce que lui il a ajouté à la campagne. C'est ce qu'il a identifié dans la campagne. Et il était normal que dès les premiers moments, les premières semaines de l'exercice du pouvoir, qu'il ait pensé à mettre en place une commission pour prendre en compte ses préoccupations. C'est ce qui a été fait. Sur le mandat unique, vous avez fait des développements, je comprends l'appréhension. En 1990, voyez-vous, M. Mara, lorsqu'il a fallu au Bénin de choisir 5 ans renouvelables une fois, vous regardez la carte du monde, vous allez identifier les pays en ce moment-là qui avaient 5 ans renouvelables une fois. C'était difficile. Le Bénin l'a choisi. À la suite du Bénin, beaucoup d'États africains l'ont fait. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas seulement du Bénin, c'est la recherche du meilleur modèle politique qui renforce les droits des travailleurs, qui renforce les libertés, qui fait en sorte que nous n'ayons pas à annuler les contrats, M. Chadari, à annuler les concours, M. Chadari. Lorsqu'un président de la République fait 1 minute de plus, vous avez des concours à annuler, lorsque cela ne se fait pas dans une perspective raisonnable. Mais je suis convaincu d'une chose, si le choix est confirmé au gouvernement, soyez rassurés, nous viendrons au niveau des travailleurs, nous allons en débattre, parce que avant que vous puissiez commencer par attaquer, il faut que nous venions vous présenter les options du gouvernement. Et nous aurons les arguments, soyez rassurés. Très bien. Le mandat unique nous donne une transition pour aborder un autre aspect, parce que si justement le président Talon veut faire un mandat unique, c'est parce qu'il estime que quand on a un mandat, le premier sert à penser au second. Et à ce propos, beaucoup de Béninois se sont dit que si le président Yahi Boni, en 5 ans, n'a pas pu, par exemple, fixer les chefs-lieux des départements, c'est peut-être parce qu'il voulait... Qu'est-ce qui explique qu'en 10 ans, le président Yahi Boni n'ait pas pu déterminer les chefs-lieux des nouveaux départements, et ça a été fait en moins de 3 mois. Voilà, vous lui poserez la question dès que vous aurez l'occasion de le rencontrer. Mais ce que je vais dire, non, attendez. Vous lui parlez. Attendez, ce que je veux dire, oui. La question que vous posez, reliée à la question de mandat, n'est pas intéressante, parce que vous l'attachez à... Parce qu'on se dit, si on fait des mécontents au niveau des préfectures... S'il vous plaît. Vous l'attachez à une personne. Il faut légiférer sans l'attacher à une personne. Mais supposons que le président Yahi Boni ait fait ses calculs. S'il vous plaît. Supposez que le président Yahi Boni ait fait ses calculs entre 2006 et 2011. Pourquoi il ferait ce genre de calcul entre 2011 et 2016? Si par exemple il ne veut pas faire des mécontents pour son dauphin éventuel. Bon, je ne fais que des hypothèses. Dans ce cas, pourquoi celui qui a un mandat unique ne ferait pas les mêmes calculs? Parce que personne ne le remplacerait? Parce qu'il ne souhaiterait pas que ce soit quelqu'un de son camp qui le remplace? Non. Les avantages du mandat unique sont entièrement contenus dans le second mandat de 5 ans où le président n'a plus rien à faire. Et ces avantages, si on ne les a pas entièrement, ça dépendra de l'homme, tout simplement, qui est au pouvoir.
Ça ne dépend pas ça ne dépend pas de la Constitution ou de l'institution. Non. Celui qui a fait un second mandat de 5 ans n'a plus aucun mandat devant lui. Il est comme celui qui va faire un mandat unique. Et s'il y a des problèmes qu'il ne résout pas, quelqu'un qui a un mandat unique de 5 ans peut faire les mêmes calculs et ne pas les résoudre. Donc ce n'est pas un avantage. Non, je pense que il faut privilégier le fait que lorsqu'on élit un président, il faut qu'il ait en vue qu'il va être sanctionné. C'est important. Le reste, ça dépend de la qualité de l'homme. Et dans toutes les institutions, c'est comme ça. Il y a la qualité de l'homme qui peut jouer. Mais si le peuple n'a plus la possibilité de sanctionner un président tel dès qu'il est élu, on peut avoir des dérives. On peut s'attendre à des dérives. Un président, par exemple, qui ne réglerait que ses propres problèmes, parce qu'il n'a que 5 ans, il met à profit l'occasion où il a le pouvoir, il met à profit le temps pour régler ses propres problèmes. Vous n'avez plus rien à lui demander. Très bien. Vous comprenez? Oui, merci. Monsieur secrétaire général de la COSI, sur ce volet des réformes politiques, est-ce qu'il y a une réforme que les syndicalistes apprécient ou n'apprécient pas en dehors du mandat unique? Il y a la réforme touchant à la Cour suprême, à la Cour constitutionnelle, à la haute autorité de l'audiovisuel. Il y a du bon dans ce qui est proposé. Hein. Il y a du bon. Et je crains que, parce que le mandat unique est mis devant, je crains que cela cristallise les débats et fasse perdre de vue tout ce qui est bon. Il y a de bonnes choses dans ce la Cour suprême, vous l'avez dit, et la suppression de la haute Cour de justice, et il y a assez de bonnes choses dedans. Mais on risque de voir un débat autour du mandat unique. Très bien. Et là, on va perdre de vue les autres aspects qui sont bien, et ça va être pour ou contre le mandat unique. Très bien. On risque de créer cette situation. Monsieur et moi, le je ministre, voudrais parler, parce que oui, vous n'avez pas... allez-y. Il y a la taille, il y a aussi la commission a fait un travail, certes, mais la commission a été rétribuée chichement. On a vu ce qu'ils ont apporté. Moi je veux qu'on fasse ce débat, qu'on échange à ce sujet, parce qu'on a dit chacun a empoché 10 millions dans un pays comme le nôtre. Au moment où on veut faire, on veut réduire le train de vie de l'État. On réduit le train de vie de l'État. On fait l'effort. On prive même des travailleurs. On dit non, il n'y a plus de prime et tout ça. On a supprimé des choses pour que on gagne de là. On revoit un peu notre façon de gérer l'argent public. Mais en même temps, 10 millions en 30 jours. On ne peut pas comprendre que des gens l'empochent. C'est vrai, l'expertise a un coût. Je reconnais qu'il y a des experts, une compétence, la compétence a un coût. Mais en même temps, on ne peut pas, nous sommes dans un pays pauvre, un pays où les gens ne mangent pas les 3 repas par jour. On vous a compris. Non. Et donc, en voulant, laissez-moi aller au bout, mais en voulant, bien qu'on veuille payer l'expertise, mais il faut savoir, quand on veut se chausser, il faut tenir compte de sa pointure, de son pied. On ne peut pas, parce que la taille de son pied, il faut en tenir compte. Merci. Nous sommes dans un pays pauvre, on ne peut pas. Monsieur le ministre, si on a fait cette erreur, oui. Excusez-moi, c'est une erreur. Et je vois qu'on continue toujours d'expliquer, de justifier, de montrer que ce qu'on a fait là, c'est ce qui est normal. Ce sont des hommes. Ils sont des hommes, ils peuvent commettre des fautes. Nous ne sommes pas Dieu. Donc, s'il y a des erreurs, évidemment, il faut les reconnaître et fermer cette page parce que c'est une erreur humaine. Donc, permettons au ministre il faut pas continuer de le faire s'il devrait le faire, monsieur le ministre. À propos de... Oui. Monsieur Chadari voudrait que je réponde. Oui, je veux que vous répondiez. Voilà. Les téléspectateurs D'abord, par rapport au mot... on a évoqué longtemps le mandat unique. Et la question s'est posée, il a souligné le fait que cela risque d'anéantir, de cristalliser les débats. La solution au développement de notre pays,
est lié au modèle politique. Le modèle politique a des incidences au niveau de la gouvernance. Vous avez dit tout à l'heure que les avantages du mandat unique se trouveraient dans le second mandat. Il faut dire ceci. Lorsque vous considérez, par hypothèse, que sur 100 ans, nous avons 20 présidents de la République, 40 présidents de la République, qui sont vertueux, vraiment, double mandat, c'est très bon. 5 mandats même, c'est très bon. Lorsque vous considérez, par hypothèse, et c'est ce qu'un homme raisonnable, une société raisonnable peut faire dans un État en construction, que sur 100 présidents, que les hommes et les femmes qui dirigent un pays sont du niveau moyen moralement, sont du niveau moyen au niveau de la compétence, sont du niveau moyen au niveau de l'anticipation. Vous prenez vos précautions. Faut-il à un homme ou à une femme raisonnable que les règles lui donnent la possibilité d'en faire plus? Si nous étions tous bons, les règles doivent nous donner la possibilité d'en faire plus. C'est cela, c'est cet élément de gouvernance que nous intégrons, mais nous allons développer davantage. Mais il faut changer le modèle politique. Sur le financement, ces derniers temps, c'est la vedette. Et vous insistez, en même temps, vous dites il faut reconnaître, il faut ceci, il faut faire cela. Je suis d'accord que nous soyons dans des conditions difficiles. Je suis d'accord. Je suis d'accord aussi avec vous que le coût de l'expertise a un coût. Mais dites-vous, M. Chadari, en toute chose, il faut de la justice. Il faut parler à vos militants avec justice et justesse. Lorsque vous jugez la commission que j'ai eu l'honneur de présider, jugez-la entièrement avec les autres commissions. Jugez-la entièrement avec les pratiques dans ce pays. Vous ne verrez pas une seule commission dont le traitement dans cette nature, une commission sur les réformes politiques. Il y en a eu. Il y en a eu, mais M. Chadari va vous fournir sans doute les éléments dont le traitement a été discuté en Conseil des ministres, dont le traitement a fait l'objet de décrets. Qu'est-ce que le président de la République a fait lorsqu'il a voulu mettre en place la commission? Il dit, comment ça se faisait? On dit 20 millions pour telle commission, 18 millions pour telle commission. Il dit, ce n'est pas possible. Il dit, ce sera 10 millions. Il dit, comment ça se fait? Il dit, il n'y a même pas de test. Même pas de test, même pas de décret. Il dit, ça doit passer en Conseil des ministres. Il dit, où est-ce que ça se paye? On dit, c'est à la présidence que ça se paye. Il dit, non, c'est au trésor public que ça doit se payer. En toute transparence, le président de la République, je voudrais... Vous voulez dire que les précédentes commissions ont coûté plus cher, c'est ça? Vous aurez les éléments. Vous aurez les éléments. Vous aurez les éléments. Ce que je peux vous dire, M. Marat, en ce qui concerne la commission que nous avons présidée, les actes ont été pris, la traçabilité existe. Je vais vous dire ce qui a été fait. Non, en fait, il n'a jamais dit que l'argent a été détourné. Il estime que l'enveloppe, c'est excessif. Il dit 10 millions par individu, que c'est beaucoup, mais il n'a pas dit que c'est détourné. Il n'a pas dit ça lorsque le rapport Kroll a pris 700 millions de nos francs. M. Chadari n'a pas dit ça. Mais peut-être que Kroll, c'est un blanc. Et nous autres, nous sommes béninois, vous avez vu notre slip, nous avons joué ensemble, donc, mais nous ne pouvons pas être payés à cette hauteur. Mais je pense que dans les analyses, il faut être juste. Il faut être juste. La justice et la justesse. Finalement, je reviens, parce que c'est ce qui me préoccupe moi, sur le contenu du rapport de la commission. Oui. Le mandat unique n'est pas désintégré, désincarné. Considérez bien que c'est un système, c'est une proposition d'un ensemble. Deuxièmement, ce n'est pas une constitution nouvelle que l'on veut mettre en place. Nous allons expliquer cela lorsque les choix auront été faits en Conseil des ministres. Vous aurez le nombre exact d'articles qui pourraient faire l'objet de modifications. Vous aurez l'ampleur. Il n'y a pas une seule virgule dans le préambule de la Constitution qui sera touchée. Donc ce sont des choix de société. Nous sommes en train de construire pour l'avenir. Et ça, vous ne reprocherez pas au président de la République de porter ces nouvelles idées. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Azatassou, en regardant ce rapport, est-ce que vous avez aujourd'hui, vous êtes le coordonnateur d'une alliance FCBE, il y en a d'autres, et on a beaucoup de partis. En regardant ce rapport, est-ce que vous avez le sentiment que la Commission a proposé des choses qui règlent définitivement le système partisan de notre pays, M. Azatassou? Vous passez au système partisan. Oui.
Bon, au niveau du système partisan, ce dont on a discuté... C'est pour qu'on avance, sinon on va s'éterniser. Oui, au niveau du système partisan, ce dont on a discuté, c'est... Ce dont on est parti, c'est la question du financement public. Bon, et à ce niveau-là, on a discuté, des choses intéressantes ont été retenues, qui doivent conduire normalement à la restructuration des partis, et à ce que l'on veille à leur envergure et à faire en sorte qu'il y ait de grands regroupements pour que, je trouve que si c'est mis en application... Pour que certainement l'opposition ait un véritable statut, par exemple. Bon, et on a aussi discuté du statut de l'opposition qu'on a notablement amélioré par rapport à ce qu'il était par le passé. Voilà. Monsieur le ministre, sinon on va passer toute la soirée. C'est vrai qu'on a 90 minutes, mais je ne voudrais pas qu'on passe la soirée sur les décisions relatives à la réforme politique. Si vous le permettez, on va finir ce volet, sauf si vous avez des choses à ajouter, ce volet politique par les décisions qui touchent à nos chancelleries. Certaines ambassades ont été supprimées, je ne sais pas si c'est le mot, parce qu'on dit qu'elles n'ont peut-être pas un intérêt majeur. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir qu'est-ce qui a conduit à cette décision? Et est-ce que, comme vous parlez un peu comme le syndicaliste, est-ce que les diplomates ont été associés à cette mesure? Vous savez que dans le système qui est le nôtre, les affaires étrangères relèvent de, comme on dit, la chasse gardée du président de la République. Mais ce qui a été recherché, et là les spécialistes vont insister là-dessus, ce qui a été recherché, c'est faire en sorte que nos représentations soient beaucoup plus proches de nos concitoyens à l'étranger, que nos représentants et que nos moyens puissent servir efficacement à la représentation du Bénin. Donc que nous puissions avoir une représentation digne et que nos compatriotes soient plus proches ou que les représentations du Bénin à l'étranger soient plus proches de nos compatriotes. Donc il y a la question de l'efficacité, de l'efficience et la question de la proximité. Donc le principe de proximité, le principe de l'efficacité. Ce qui a été décidé l'a été après une concertation préalable au niveau du ministère des Affaires étrangères et le ministre en charge des Affaires étrangères aura l'occasion de le développer plus amplement. Très bien. On va passer au volet social, sinon on pourrait passer 2 jours à parler. Est-ce que Je veux dire un mot Bon, très rapidement. D'accord, vous dites vraiment un mot, je passe la parole à M. Azatassou très rapidement pour qu'on passe à un autre volet. Oui, je dis tout à l'heure, parce que nous courons le risque de le faire réagir. Non, il faut fermer cette page en reconnaissant qu'il y a eu problème. On ne peut pas, quand on veut se chausser, on tient compte de la taille de son pied. Vous revenez sur ça. On ne peut pas se chausser sans tenir compte de la taille de son pied. Mais on est dans un pays. Le chef d'État, en campagne, et même après, n'est-ce pas, quand il est arrivé au pouvoir, a toujours dit que les indicateurs sont au rouge au Bénin. Les indicateurs étaient au rouge sur tous les plans. Eh bien, tout était... On a dit que dans les caisses de l'État, il y avait 47 milliards sur un besoin de 160 milliards. Mais il disait aussi qu'il était possible d'inverser la tendance. Je le cite, de substance. Pas en 3 mois peut-être, pas en 3 mois. Qu'il était possible d'inverser la tendance et qu'il était possible de vaincre la fatalité. Ça, je le cite de mémoire. Très bien. Mais donc oui. On ne peut pas comprendre qu'on arrive, on met sur pied une commission, même si les gens prenaient plus que cela, on met sur pied une commission et on a fait des épargnes, on a fait des économies, on a réduit la taille des ministères, on a fait mais on a constaté tout simplement que cet argent-là, qui doit être utilisé pour des problèmes de développement, la santé et l'éducation. Oui. Non, excusez-moi, la santé et l'éducation, on devrait... Je ne veux pas qu'on soit surpris par le temps. Oui, donc, mais on constate tout simplement qu'on est débiteur. Quand on a fait cette révision, le pouvoir est débiteur, c'est un pouvoir débiteur. Les travailleurs ont le droit. Un mot, M. Azatassou, avant qu'on passe à un autre on peut voilà. Non, je voulais parler... Non, je crois qu'il faut reconnaître et fermer la page. Je voulais parler de ce qui s'est passé au niveau des ambassades. D'accord. Mais je voudrais dire un mot par rapport au volet que M. Chadari a ouvert. Je pense effectivement que c'était trop. Je pense effectivement que c'était trop. Les précédentes commissions ont coûté moins cher, c'est ça?
Bon, si c'est des commissions qui ont étudié Je prends la commission au hasard, la commission Yononfon, il y a eu la commission Anzo Je Glele. n'étais pas dans cette commission, mais ça a coûté, mes renseignements, ça a coûté beaucoup moins cher que ça. Bon, donc, c'est vraiment un peu trop. Je pense que... Maintenant, par rapport aux ambassades, pour qu'on finisse avec le pense volet. que Je suis sûr que le ministre va vouloir réagir, mais il faut qu'on avance. Je pense que il faut qu'à l'avenir, parce qu'on parle pour l'avenir, il faut qu'à l'avenir que les choses soient beaucoup plus chaudes. Mais c'est une option. Vous vouliez réagir par rapport aux ambassades? C'est une option. Oui, c'est une option. Et c'est peut-être le germe de l'orientation globale qu'on donnera au pays. Et c'est par rapport à ça que nous allons nous prononcer pour savoir si nous nous opposons ou si nous Et sommes par rapport d'accord à avec la le suppression gouvernement. de certaines ambassades? Par rapport à la suppression de certaines ambassades, en réalité, même par rapport au ministère, à la taille du nombre de ministères, On en a déjà parlé. on en a parlé. Même par rapport à ça, c'est vrai, ce n'est pas forcément les travailleurs qui gèrent le pays. Mais je crois que tout ça là doit résulter d'études. On ne peut pas faire les restrictions et dire que c'est en même temps pour être proche Mais quand vous restreignez, forcément, il y en a qui sont plus loin. C'est si vous enfermez, si vous fermez certains. Donc, ce qu'il y a par rapport à ce gouvernement, c'est la question de la communication au départ. Au départ. Qu'est-ce que vous voulez dire, la communication au Qu'est-ce départ? qui a été fait comme étude pour arriver au résultat que, en prenant les chancelleries, en regroupant les chancelleries, comme on a fait, c'est mieux. Si c'est rien que l'économie, c'est grave. Si c'est rien que économiser, c'est grave. Vous savez, les ministères, je n'ai pas parlé parce qu'on est très vite passé. Mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quand vous prenez des attributions regroupées dans un ministère, quand vous les séparez dans deux ministères, on s'en occupe mieux. Vous comprenez? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut retenir la taille, il faut une étude pour montrer que bon, tel secteur peut rester avec tel. On n'a pas dit de faire l'étude avec FCBE, de faire l'étude forcément avec les travailleurs quand il s'agit de ça. Parce que effectivement, c'est du pouvoir du président de la République. Mais il faut ressortir l'étude. Il faut ressortir l'étude et rendre public. C'est pour ça que c'est un problème de communication. Monsieur, vous réagissez très Vous savez, rapidement. vous aurez compris depuis le début de cette émission que j'ai une attitude vraiment de grande courtoisie, de grandes choses là. Mais quand on entend certaines choses, on est obligé de réagir. Aujourd'hui, j'entends M. Azatassou dire qu'il faut des études préalables. J'ai vu combien de fois le gouvernement qu'il a soutenu a fait les études avant de réagir. En 2006, nous étions tous là. J'ai vu combien de fois le gouvernement auquel je vous en prie, je vous en prie. J'ai vu combien de fois le gouvernement auquel il a appartenu a discuté avec les Chadarés avant de composer le gouvernement, avant de faire les AOF. Je voudrais que l'on sache raison garder. Il y aura toujours, vous prenez les émoluments de la commission, il y aura toujours les éléments de discussion contre un gouvernement. Tout ce que nous faisons, certainement n'est pas bon. Mais il faut des éléments soutenus, il faut des éléments raisonnables. À vos téléspectateurs, il faut expliquer simplement. Lorsque vous prenez Pointe-Noire et que vous prenez Brazzaville, vous allez considérer peut-être qu'il y a beaucoup plus de Béninois à Pointe-Noire qu'à Brazzaville. Et vous allez dire, mais est-ce qu'il est mieux pour le Bénin de renforcer sa présence à Pointe-Noire et de faire en sorte que Brazzaville, qui est à quelques kilomètres de Kinshasa, qu'on puisse soit fermer Kinshasa, soit fermer Brazzaville. Ça, c'est la rationalisation. Nous ne sommes pas un pays, et vous n'avez pas dit, M. Azatassou, quelles sont les études que vous avez effectuées pour multiplier les ambassades dans tous les pays du monde. Quelles sont les études qui ont justifié cela? Il faut bien critiquer un gouvernement, j'en conviens, mais il faut le faire
en soutenant l'analyse. Et pour réclamer les études de notre part, vos analyses doivent être nécessairement précédées aussi des études. Très bien. On va très rapidement avancer au volet social avec une seule question, et c'est la cherté de la vie. Beaucoup de Béninois, et on l'a suivi dans le sondage qui a été publié, on a dit l'une des mauvaises décisions, les Béninois n'ont pas senti qu'en 3 mois quelque chose a changé. C'est vrai, on a abrogé les décrets portant un régime indemnitaire d'un certain nombre de hauts fonctionnaires de l'ancien régime, même des forces de sécurité, et certains pensent même qu'en réduisant justement ces avantages, ça nous a conduit à l'insécurité, puisqu'on a réduit les avantages des policiers. Quand on dit cela, je pense qu'on voit davantage le verre à moitié vide. Ça veut dire que l'on paye notre sécurité, pas les policiers. Et que, alors là, qu'il y a un lien entre l'insécurité et les policiers. Vous dites comme le ministre de l'Intérieur que chacun doit s'occuper de sa sécurité. Vous voyez, et je reviens là-dessus. Quand on prend un bout de phrase d'une intention exprimée, et je pense que cela remet en cause. Vous n'allez pas dire à Saka Lafia, avec le combat qui a été le sien depuis, avec sa présence politique, qui considère que le Béninois seul va, etc., assurer sa propre sécurité. Enfin, qu'est-ce qu'il dit? Je ne porte pas de jugement sur le ministre. Je répète ce que les Béninois pensent. Non, je n'ai pas le pouvoir. Non, ce que l'on fait penser aux Béninois. Qu'est-ce que Saka Lafia a dit? Qu'est-ce que Saka Lafia a dit? Je n'ai pas les compétences pour le juger. Qu'est-ce que Saka Lafia a dit? Il dit, et je le dis avec lui, je l'affirme avec lui, il dit, mais à un moment donné, soyons nous-mêmes beaucoup plus responsables. Lorsque nous nous déplaçons avec des numéraires, il y a une loi dans ce pays qui interdit cela. Vous ne pouvez pas vous retrouver à votre domicile avec une somme aussi importante que 10 millions, que 20 millions, que 50 millions. Vous avez vu dans ce pays, M. Célestin Mara, vous êtes journaliste, que l'on a dit que des responsables d'institutions, les enfants ont distrait de l'argent, que les familles ont distrait de l'argent, que les... En vertu de quoi on va garder cela? Apparemment, on a emporté de l'argent chez un ministre. C'était les journaux lorsque vous-même, vous prenez, vous êtes avec un chauffeur, vous mettez de l'argent dans votre véhicule, vous pensez que le chauffeur ne va pas informer d'autres personnes. En le faisant, vous exposez votre vie et vous exposez notre vie. C'est ce que le ministre de l'Intérieur a voulu dire. Il dit à celles et ceux qui sont des commerçants et qui exposent des pièces précieuses, des objets précieux, il faut un minimum. Et cela se trouve dans tous les pays. Il n'a pas dit autre chose que ce qui se passe en France, ce qui se passe en Afrique du Sud, etc. Par rapport à la cherté de la vie. Alors, par rapport à la cherté de la vie, il faut la mesurer en lien avec d'où nous venons. Tout simplement, d'où nous venons. Et considérer que les solutions qui sont en train d'être préconisées, qui sont en train d'être appliquées, ces solutions commencent par avoir leurs effets. Il ne faut pas méconnaître le fait que les solutions ont commencé par avoir leurs effets. Nous sommes venus, et vous savez dans quelles conditions, et vous n'avez pas vu un seul travailleur ne pas avoir perçu son salaire. C'est déjà extrêmement important. Il faut décloisonner l'espace politique, l'espace gouvernemental. Il faut que les ressources humaines soient beaucoup plus dans l'espace de la commercialité. Il faut faire en sorte que les filières puissent être dynamiques, à la fois le coton, le porc, etc. C'est ce à quoi nous sommes attachés. Et il faut faire l'inventaire. Nous avons mis les 100 jours pour faire l'inventaire, pour prendre les décisions les plus rigoureuses. Certaines décisions sont sous les feux de la rampe. Et parlant d'inventaire, c'est pas et vous commentez ces décisions. Mais d'autres ne sont pas encore sous les feux de la rampe. Et cela va vous être rendu visible bientôt. Très bien, vous n'êtes pas le ministre de l'économie et des finances, c'est parce que vous avez parlé d'inventaire. Le chef de l'État avait dit que, pas le chef de l'État, les audits avaient dit qu'il y a à l'époque 47 milliards contre un besoin de 160. Est-ce qu'aujourd'hui on a une idée de notre trésorerie? Ce que je vais vous dire, les ministres compétents. Bien si vous voulez parler, je l'ai dit. Si vous voulez parler de chiffres, n'interrogez pas Joseph Diogouinou. Très bien. Si vous voulez parler de lettres, je suis là. Qu'est-ce que vous dites par rapport à la cherté de la vie? Non, je crois que... Vous pensez qu'en 3 mois, c'est trop tôt? C'est tôt. Je crois que c'est tôt. Il y a des critiques qu'on ne pourra pas faire parce que c'est tôt de le dire. Je dois faire aussi remarquer à M. Diogouinou que nous, on a été de la rupture et on est de la rupture. Et vous dites avant les élections et après les élections. Et l'abrogation. Et donc, nous voulons aider la rupture, le gouvernement de la rupture ou le nouveau départ à réussir.
Donc nos critiques doivent être prises comme des critiques constructives pour construire. Bien sûr. Parce que nous ne voulons pas laisser cumuler des erreurs. Et à propos de Et après, construction, donc, Monsieur Chadaré, je crois que vous n'allez pas être allergique à nos critiques. La Oh, pas du tout. Oui. Elles sont heureuses. la décision qui a consisté à abroger le décret portant, je l'ai dit, régime indemnitaire de hauts fonctionnaires. Félicitations au gouvernement. Je l'ai dit sur d'autres chaînes. Hein. Félicitations. Parce que quand c'est bon, on dira que c'est bon. On ne peut pas comprendre qu'on ait pris un décret et qu'on dise que c'est rétroactif depuis 2006. Ça, c'est des charges importantes à l'État, sur le dos de l'État. Si je demande encore, alors que, c'est vrai que aussi ce sont des travailleurs qui sont là, mais on peut, à partir du moment où ils sont, à partir d'un certain moment, on a constaté qu'il y avait quelques problèmes et que les gens n'étaient pas bien traités, on peut, à partir d'un certain moment, voir une amélioration de ces primes-là. Mais à la veille du départ du pouvoir, on ne peut pas prendre une décision comme ça et de façon rétroactive. Nous, on n'a pas apprécié le fait. On l'a critiqué, le pouvoir est arrivé et elle est dans la même direction que nous. Donc nous estimons que c'est une bonne chose. Parfait. Monsieur Azatassou, concernant cette question, si je vous dis pourquoi cette décision a été prise à la veille du départ, vous allez me dire de poser la question à Yaya Boni, mais je vous demande de l'apprécier. Est-ce que, selon vous, c'était une bonne, c'était une mauvaise décision ? On va partir dans quelques jours, on donne des avantages à des directeurs de cabinet, à des DAC, et c'est rétroactif. J'ai été directeur de cabinet au niveau du ministère de la décentralisation avant d'aller au niveau de la présidence de la République. Ça, ce décret dont vous parlez était discuté, ça fait très longtemps. Et la décision a été prise, effectivement, ça fait aussi longtemps. C'est tout simplement que c'était dans les dossiers qui étaient en retard. Donc c'est une bonne décision. Bon, ça avait été pris il y a très longtemps en tenant compte, effectivement, comme il l'a dit, du travail qui se fait à ce niveau et de la nécessité de relever un peu le travail qui se fait. Bon, donc ce n'est pas la veille du départ que la décision a été prise. Non, ça a été pris, mais ça attendait. C'est ça ce que je voulais dire. Bon, maintenant que ça a été suspendu, bon, ça, il n'y a pas de problème. Toujours sur ce volet, je vais dire toujours social, c'est la question de l'énergie qui préoccupe. S'il vous plaît, je peux ajouter quelque chose? Oui, ajouter quelque chose, bien sûr. Bon, je voulais demander à l'assistance, notamment à vous qui dirigez les débats, est-ce que moi j'ai manqué de courtoisie ici? Je ne suis pas compétent pour dire ça. Non, si quelqu'un n'a pas été courtois, vous pouvez le savoir. Vous ne m'avez pas rappelé alors. Je ne prendrai pas le risque de dire qui a été. Vous ne m'avez pas rappelé alors. Espérons que tout le monde a été courtois. Donc j'ai été courtois, un peu comme monsieur le ministre. Bien sûr. Voilà. Monsieur le ministre, la question de l'énergie qui préoccupe les Béninois, la première sortie du ministre de l'énergie, je n'ose pas dire a choqué, mais les Béninois se sont étonnés, surpris même de l'entendre dire ça, c'est des musées quand on voit nos centrales. Et on se dit, en 3 mois, qu'est-ce qui a pu changer en matière d'énergie? Les coupures continuent? Vous allez me dire de poser la question au ministre compétent, mais je ne pense pas. Non, vous savez que c'est une question. L'état de nos infrastructures en cette matière-là est préoccupant. Les mots n'ont pas de sens lorsque la réalité survit. La réalité survit aux mots. L'état est préoccupant. La question, qui est une question qui intéresse chaque Béninois, intéresse les hommes et les femmes d'affaires, intéresse nos industries, la question de la fourniture continue et quasi universelle. Je dis universelle sur toute l'étendue du territoire de l'énergie électrique. C'est une question à la fois d'actualité et tout aussi importante. Et c'est pour cela que, depuis l'entrée en fonction du nouveau gouvernement, cette question a été l'une des plus traitées par le président de la République. Alors, vous parlez encore de coupure, l'énergie électrique, c'est tout à fait normal. La réponse ne peut pas venir du jour au lendemain. Mais il semble bien, et vous l'établirez, que les coupures sont moins élevées ces derniers temps qu'auparavant. Mais la solution, elle est structurelle. Et cette solution structurelle est constamment apportée
et pas le président de la République, les spécialistes de la question. Très bien. Volet économique, en commençant toujours par vous, ça permettra aux autres de réagir. La première mesure phare que le président a prise sur le volet économique, après il y a eu l'emprunt obligataire, certes, mais c'est le rétablissement de l'accord cadre qui déléguait la gestion de la filière coton à l'AIC. Absolument. C'est tellement une bonne décision, on me dira si c'est faux ou si c'est vrai. Mais beaucoup de Béninois se sont dit, est-ce que c'est parce que c'est un secteur qui le concerne directement? C'est parce que c'est l'un des secteurs les plus importants de notre pays. Est-ce que ça... Vous savez, tout ce qu'on a dit dans la partie septentrionale pendant la campagne, que si Patrice Talon venait, tout le coton serait à l'eau. Que, vous voyez, c'était pas facile de faire campagne dans la partie septentrionale, en tout cas dans les régions où le coton était la production la plus... demeure la production la plus importante. Et de ce point de vue, il a à cœur de démontrer. C'est pour lui un défi. Et ce défi passe par une réponse juridique. Le rétablissement de ce qui marchait et le renforcement de ce qui marchait. La mobilisation des ressources pour payer les producteurs. Ça a été un défi. Le fait que l'État s'abstienne de subventionner. Parce que, vous l'avez observé, nous n'avons pas de ressources suffisantes. Et les techniques appropriées ont été utilisées pour que les producteurs puissent avoir ce qui leur restait, ce que l'État leur devait. Et cela a été fait. Je ne peux pas vous citer. Et qu'est-ce que cela occupe pour la campagne qui va venir? Une campagne apaisée. On aura une estimation de tonnage, vous ne savez pas. Vous voyez que... il ne faut pas oser dire ce que l'on ne maîtrise pas. Mais nous aurons une campagne apaisée. Nous aurons une campagne mieux organisée. Nous aurons une campagne au thème de laquelle les producteurs, en tout cas tous les opérateurs du secteur, n'auront pas grand-chose à reprocher. Qu'est-ce que vous dites sur le retour de l'AIC? Vous avez le même regard que le retour de l'AIC, moi je l'ai senti... Bon, ça avait été supprimé en 2012, si j'ai... Ça a été supprimé en 2012. Il y a eu énormément de problèmes. La façon de gérer le secteur faisait que le secteur tombait littéralement à ce niveau-là. C'est ça qui a conduit à ces mesures-là, vous comprenez? Bon, donc au cours de la campagne, moi je pressentais déjà que si le président Talon arrivait au pouvoir, le problème qu'il allait régler, c'était ces problèmes-là. Non, vous le voyez encore comme un règlement de compte, c'est ça? Je vois ça comme un règlement d'une affaire. Bon, c'est vrai, certainement il a lâché ces affaires-là. Il semble qu'il a laissé à des parents, à des amis. Il n'est plus dedans, peut-être. Mais ça, on ne me dira pas que ça ne lui tient pas à cœur. Sinon, ce n'est pas quand même le problème le plus brûlant il n'y a pas que ça comme problème brûlant au niveau de notre pays. Pourquoi c'est de ça là qu'on s'occupe pendant le tout premier conseil des ministres? C'est de ça là qu'on s'est occupé. Je me suis senti mal de ne pas avoir été détrompé par rapport à ma vision que je faisais beaucoup de la campagne. Oui, et comment vous l'avez interprété? Vous dites ce sont ces affaires ou, enfin, oui, on économise à tout prix et on met dans ces affaires, dans les affaires que... Est-ce que de 2012 à 2016, vous avez eu le sentiment que la filière s'est portée mieux, puisque c'est sous Boniaï que ça a été supprimé, l'accord cadre? Bon, la filière... Vous allez réagir, il va répondre. Est-ce que la filière s'est portée mieux de 2012, la suppression, jusqu'en 2016? Bon, la filière s'est portée mieux que par rapport à quoi? Par rapport à la période qui précède. Bien sûr. Oui. Vous voulez réagir? Vous savez, faut-il, si on considère que traitant le coton, il traite un secteur à son profit, faut-il alors considérer que si la convention a été suspendue, c'était à ses dépens? Ou faut-il considérer que le coton, c'est l'une des productions qui unit le Bénin entier? On produit le coton au nord, on produit le coton au sud. Il ne peut pas, M. Azatassou ne peut pas nier le fait
que c'est l'une de nos importantes sources de revenus. Et qu'un président de la République qui ne s'en occupe pas, c'est de l'irresponsabilité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est parce que le secteur était dans une situation extrêmement grave. S'il y a d'autres secteurs qui sont dans une situation pire qu'on le souligne, il y a d'autres secteurs qui sont dans une situation plus grave qu'on le souligne. Il vient à la suite des débats qui ont eu lieu. Et je vous rappelle la campagne acerbe qui a eu lieu, qui a consisté à faire dire aux populations, à nos compatriotes de la partie septentrionale, que nous viendrons pour détruire le coton. Il a considéré que, premièrement, le coton ne disparaîtra pas. Deuxièmement, il sera mieux entretenu. Et troisièmement, il sera mieux organisé. Alors, ce que je voudrais qu'on reproche au gouvernement béninois et au président de la République, c'est de dire que tout ce qu'il a mis en place a conduit le Bénin à faire moins d'économies qu'avant. Que tout ce qu'il a mis en place a conduit les producteurs à moins gagner qu'avant. Que tout ce qu'il a mis en place a fait en sorte que tous les producteurs dans toutes nos contrées ont commencé par réclamer. Que tout ce qu'il a mis en place est contesté partout, comme le disent. Et peut-être bien que le président de la République verrait comment faire autrement. Si on ne le dit pas, tout à l'heure, il a considéré qu'il y a peut-être un règlement de compte dans le fait d'annuler, d'indiquer certaines personnes. Mais si on ne fait pas de débat objectif, il semble là que c'est le règlement de compte. Il semble là que c'est le règlement de compte. Et le président n'est pas dans une dimension de règlement de compte. Il y a un problème important, il faut qu'il apporte des solutions. Et il a, en quelques mois, cherché à apporter les solutions. Maintenant, que l'on dise, vous savez, votre ADN, on ne peut pas changer. Hein. Qu'il ait été homme d'affaires, qu'il ait été dans ce secteur, ce n'est pas parce qu'il est président qu'on va changer ça, mais qu'on l'utilise maintenant pour dire qu'il est en train de se satisfaire, je pense que c'est de Vous la voulez normalité. réagir sur la question du retour de l'AIC, ou sinon je renvoie une question à monsieur le ministre. Je crois que c'est la fin qui justifie les moyens. On va attendre On la fin de la appréciera, campagne pour voir. parce que bon, c'est un secteur qui lui tient à cœur. Il a pris des décisions, même si les gens parlent de conflit d'intérêts, tout. Nous, on veut voir, est-ce que c'est la bonne décision? On appréciera. Est-ce que le coton sera vraiment relancé avec ces décisions qui ont été prises? Moi, je ne veux pas préjuger. On va avancer parce qu'il nous reste un mois à dire quand même de la lutte contre la corruption avant de boucler notre émission, mais surtout toujours dans le cadre de l'économie, l'emprunt obligataire. Nous, on n'est pas économiste, je ne sais pas si les autres le sont. L'emprunt obligataire, certains Béninois comme moi, le Béninois lambda se dit, mais c'est une dette. On vient de nous dire que le Bénin est endetté et on prend une décision, on va sur le marché financier. Est-ce que ce n'est pas un autre endettement, monsieur le ministre? Il y a plusieurs types d'endettement et je n'ai pas la compétence pour le développer ici. Mais lorsque vous avez des problèmes, il faut mobiliser les ressources. Vous les mobilisez compte tenu de la qualité de ces ressources-là, compte tenu de la disponibilité de ces ressources-là. Le Bénin ne peut pas voir ses fils mourir de faim, de médicaments, etc., en considérant que le gouvernement ne va pas s'attacher à mobiliser les ressources financières là où il le faut. Mais les techniciens, les spécialistes, les hommes et les femmes compétents ont identifié le mode opératoire et l'outil. Et cet outil, ce sont les emprunts obligataires. Le reste, vous savez, tout est évaluable. Et on va évaluer. Vous voulez réagir sur la question de la dette? Non, vous avez posé la bonne question. Parce qu'on nous a dit, ah, ils sont endettés, voilà, plus de tant de milliards, pourcentage, tant. Et puis, patatras, on augmente le pourcentage, parce que le pourcentage va s'accroître là. Je ne sais pas si on ne devrait pas réviser tout ce qu'on a dit sur ces questions-là. C'est extrêmement important, parce que, bon, pourquoi est-ce que vous êtes autorisé à vous endetter? Mais quand on n'a pas de route, il faut construire les routes et on n'a pas eu beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'on fait, M. Azad? On s'endette. Et ce n'est pas le Bénin seul qui s'endette. Faites une enquête dans toute la sous-région et dans l'ensemble des pays. Donc ce n'est pas une mauvaise décision. Non, c'est le fond qui consiste à dire les autres se sont endettés. Oui, ils ne devaient pas, c'était grave et tout ça.
et patatras, on augmente l'endettement. Premièrement, Lui n'a pas encore parlé. Vous voulez dire quelque chose sur... D'accord. l'ampleur de l'endettement que nous sommes venus retrouver. Deuxièmement, la qualité de l'endettement que nous sommes venus retrouver. Et on Vous a savez, vu les le banques FMI a les dit, banques- le les- FMI a dit, attendez, la les situation les économique, macroéconomique est au rouge. Je voudrais bien vous pouvez entendre. L'endettement n'est pas de la même qualité lorsque vous mobilisez les fonds auprès des banques primaires que par un mécanisme que l'on appelle un emprunt obligataire. Lorsque vous mobilisez les fonds, vous-même, M. Marat, si vous allez à nos banques primaires prendre un crédit, vous avez 10, 12%, n'est-ce pas? Lorsque vous mobilisez les banques primaires, ce sont les banques autour de nous. Lorsque pour construire une route, vous mobilisez les fonds auprès des banques primaires, le taux est autrement plus élevé. C'est quoi les banques primaires? Voilà. La BOA, Ouais, CNC, tout ça. Mais non. Exactement. Mais non. Ça, vous l'avez fait. Non, C'est il pas- est descendu à une échelle plus petite. Et ça, vous l'avez fait. Et donc, il y a dans l'endettement, il y a à distinguer à la fois l'ampleur pendant une période déterminée, et les documents peuvent bien l'identifier, et la qualité de l'endettement. Et c'est ça qui est reprochable. Voyez-vous. Et donc, mais on ne peut Vous pas non n'allez pas plus. m'accuser de ne vous avoir pas donné la On parole. ne peut pas D'accord. non plus dire que parce que le Bénin s'est lourdement endetté, le Bénin ne va plus mobiliser les fonds pour satisfaire ses besoins. Et je vais dire à M. Azatassou de réagir très rapidement avant vous, de me dire comment vous avez réagi en écoutant les patrons du FMI qui sont venus dire que la situation macroéconomique était très mauvaise. Les patrons du FMI, on les avait écoutés avant le changement de gouvernement et ils étaient élogieux. Vous êtes surpris de les entendre? On est surpris, ils les entendent maintenant, et ils arrivent et ils disent tout à fait le contraire. Il me semble que c'est extrêmement politique, tout ça. Et c'est ça qui me permet de dire qu'il faut que le gouvernement Talon soit serein. Le bilan est à venir. Le bilan, il faut battre le docteur Bouniaï sur son bilan. C'est ça qui fait le progresser. Et ce n'est pas la rengaine qui fera que... C'est bon, il faut s'endetter, on n'a pas les moyens, mais il faut s'endetter, mais que l'endettement, là, soit utilisé, les fonds, soient utilisés pour de bonnes choses, à bon escient. Mais le À bon ministre, escient parce que, le ministre d'État a été clair, il a dit que c'est pour financer la dette intérieure et les infrastructures. Oui, absolument. Voilà. On espère, parce que moi, quand je vois que si on va s'endetter pour, n'est-ce pas, permettre aux gens, parce qu'il y a les commissions, on a vu des commissions qui Monsieur le prennent ministre, qui sont payées pour payer les commissions, il ne faut pas caricaturer. Monsieur le Voyez, ministre, non, Monsieur le ministre, il nous reste peu de temps et je veux, s'il vous plaît, il nous reste peu de temps et je voudrais quand même qu'on aborde la question de la lutte contre la corruption. J'ai suivi beaucoup de syndicalistes que j'ai d'ailleurs reçus sur ce plateau et un parmi, je ne veux pas le nommer, a dit ce que nous attendions du chef de l'État dans les premiers jours de sa gouvernance, c'est de régler la question de la lutte contre la corruption. Il faut punir tous ceux qui sont auteurs des scandales que nous avons entendus, PPAE, PPEA, machines agricoles. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens? Vous avez parlé des audits, on ne sait pas dans combien de temps on va avoir les résultats des audits. Ce n'est pas... D'abord, les audits sont lancés. D'accord. Il y aura au moment opportun les résultats. Il faut les rendre deuxièmement, vous savez, nous avons fait la même revendication, et il ne nous reviendra pas de faire autre chose. Voilà. Deuxièmement, ce n'est pas le président de la République qui punit. Je suis garde des Sceaux, ministre en charge de la justice. Et donc, est-ce que déjà au moins la procédure est enclenchée par la justice? La procédure, mais les procédures, certaines procédures ont même été enclenchées avant nous. Et avant vous. Et oui, avant nous. Et il ne nous reviendra pas de les arrêter. Voilà. Deuxièmement, il faut considérer que la réponse est au renforcement du système judiciaire. Il faut renforcer le système judiciaire. Et le président de la République s'en occupe. Il faut recruter les magistrats, il faut recruter les greffiers, il faut faire en sorte, dans la réforme politique, l'indépendance de la justice, d'étendre l'indépendance de la justice, de faire en sorte que les ministres, par exemple,
puisse être responsable devant les juridictions ordinaires. C'est l'une des propositions du président de la République. Voyez-vous, lorsque c'est aux ministres qu'on demande d'accomplir les actes les plus regrettables, si les ministres eux-mêmes savent qu'ils seront justiciables devant les juridictions ordinaires, ils réfléchiront avant d'exécuter ces opérations. Et donc, premièrement, il faut gérer le présent, le passé. Et deuxièmement, il faut prévenir ce qui va venir. Et ça, c'est dans les réformes politiques que nous envisageons. Quand le ministre a dit que les procédures de justice étaient déjà enclenchées, certaines avant même l'arrivée de ce pouvoir, vous avez acquiescé. Est-ce que ça veut dire que vous êtes d'accord que si demain certains dignitaires de l'ancien régime sont poursuivis, vous n'allez pas dire que c'est encore la chasse aux sorcières, je pense? Non, si tout est transparent et que leur responsabilité est établie, il n'y aura pas de problème. Il faut que leur responsabilité soit établie et que tous ceux qui sont parties prenantes, il ne faut pas que ce soit sélectif. Parce que dans beaucoup de dossiers, vous avez vu le gouvernement du président Patrice Talon, il y a beaucoup de gens dedans qui ont fait avec le docteur Boniaï. Mais ils c'est évident. Ils ne sont pas a priori responsables. Bon, pas a priori. Voilà. Moi, je ne dis pas que quelqu'un est responsable de quoi. Mais si quelqu'un se trouve être responsable de quelque chose là, que ça ne soit pas sélectif. Ça, c'est important. Et que les décisions de justice dans ce sens soient appliquées. Parce que c'est ça aussi. Puisque, on nous a traités d'État voyou, mais je constate que la voyoucratie commence à être partagée. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Non. Soyez plus clair. La voyoucratie partagée. Non, mais la décision de justice, ça n'a jamais été aussi affronté au temps de Boniaï. Là maintenant, c'est carrément l'affrontement avec la question du football. Oui, c'est carrément l'affrontement entre la justice et l'exécutif. Oui, ça n'a jamais atteint ce point. Je dois parler aussi. D'accord. Allez-y. Je vais dans ce sens vous dire le chef de l'État a fait campagne, n'est-ce pas, sur le thème de l'indépendance de la justice. Il a dit, il a martelé partout où il est passé. Mais on a constaté, comme il le dit, et je suis désolé de le dire aussi, c'est que au niveau de la Fédération de football, on a le Congrès, il y a une décision de justice qui est sortie. Mais ça a été bravé, foulé aux pieds. Et avec la caution du pouvoir. Le pouvoir n'a rien dit. Comment est-ce que vous pensez que le pouvoir a cautionné? Mais bien entendu. On a élu le président de la Fédération. Le gouvernement ne doit pas s'impliquer dans les questions qui touchent au sport, puisque c'est la FIFA qui gère ça. Mais la FIFA, nous, notre pays la FIFA ne peut pas nous imposer quelqu'un. Monsieur le ministre, vous êtes d'accord? Il y a une décision de justice. Le gouvernement a cautionné une violation d'une décision de justice. Et a cautionné cela. On va laisser le ministre de la Justice réagir par rapport à cela. Je voudrais, parce que heureusement, la télévision nationale, vous êtes suivis sur toute l'étendue du territoire national. Si l'on ne fait pas en sorte que les règles soient les mêmes pour tout le monde, vous n'êtes pas en liberté. Il y a quelques années, M. Todino a été pris par les mailles de la justice. Si on laissait, je reviendrai sur le football, si on laissait seulement un juge d'instruction émettre le mandat, l'exécuter, sans que le procureur de la République, sans que le gouvernement n'ait été informé, le gouvernement qui exécute les décisions en matière pénale, qui n'est pas informé, comment peut-il informer des décisions rendues dont il n'est pas comment peut-il exécuter les décisions rendues dont il n'est pas informé? La séparation du pouvoir, il est sacré, M. Chadaré. Il est sacré. Premièrement, je veux vous dire, M. Marat, qu'il n'y a aucune décision rendue dans ce pays contre laquelle le gouvernement refuse l'exécution. Pour autant, je vais revenir. L'exemple du football. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une ordonnance, une décision rendue par le président du tribunal de première instance de Porto-Novo. Entre qui? En différentes parties civiles. C'est une décision en matière civile. C'est-à-dire quand vous et une autre personne, quand on rend une décision de cette manière-là, qu'est-ce que la loi dit? La loi dit la partie bénéficiaire prend la décision, saisit soit l'huissier, saisit l'agent d'exécution. Et lorsqu'il rencontre des difficultés d'exécution, il se fait accompagner par l'État. Vous allez dire, et vous allez vous renseigner, c'est ce que je demande. C'est une revendication de ma part.
vous allez vous renseigner sur le fait que l'une des parties dans la décision en ce qui concerne le football s'est munie de cette décision et aller chercher un huissier. Et l'huissier dit, le ministre de la Justice a refusé. Un gendarme dit, le ministre de la Justice a refusé. Un gendarme dit, le ministre de l'Intérieur a émis un acte. Aucun membre du gouvernement ne l'a fait. De quoi s'agit-il? Si une association, le juge interdit une manifestation, vous allez empêcher les membres de cette association de se retrouver au marché d'Antwerp. C'est l'acte qu'ils auront dit. Si cet acte-là rentre dans le cadre de ce que le juge a interdit, c'est cet acte-là qui serait annulé a posteriori. Ça, c'est la première chose. On peut vous faire semblant de ne pas avoir entendu. Vous ne pouvez pas demander au gouvernement de se substituer au parti, commencer par exécuter. C'est aussi de l'immixtion. Le gouvernement ne peut pas faire ça. C'est parce qu'on n'est pas au gouvernement aujourd'hui et que l'on voit les choses telles qu'elles sont qu'on va reprendre les règles. Si vous l'aviez fait, on aurait dit séparation de pouvoir. Exactement. Et on a cité beaucoup d'autres. On a cité beaucoup d'autres décisions. Vous n'aurez pas une seule décision. Et la décision sur les protestants, depuis près de 20 ans, comment vous avez observé qu'on s'est comporté dans ce pays? Et ça, personne n'a insisté sur le fait qu'au moins une fois, le gouvernement s'est mis à l'écart de l'exécution des décisions de justice. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Chadaré, on nous a annoncé 3 minutes. C'est le dernier mot, c'est votre mot de conclusion. Et avec une question précise, nous avons fait le tour des mesures prises par le gouvernement en 3 mois. Qu'est-ce que vous attendez comme mesure forte dans les prochains jours, monsieur Chadaré? Ce sera votre mot de conclusion. Il faut que le dialogue, la commission permanente de négociation au gouvernement central, n'est-ce pas, commence ses travaux. Parce qu'on ne peut pas, la rentrée n'est pas loin. On a déposé les cahiers de doléances le 1er mai. Et il ne faut pas faire comme les autres gouvernements, pour dire, parce qu'on a dit rupture. Donc la rupture signifie qu'on doit changer quelque part. Et il faut qu'on se retrouve à la synthèse, n'est-ce pas, des cahiers de doléances et avoir un plan d'action pour éviter qu'il y ait des grèves. Il faut anticiper. Il faut aussi que le gouvernement revoie sa communication. On n'en a pas parlé, mais le gouvernement n'a pas communiqué. J'ai dit quelque part que c'était une gouvernance à huis clos, presque, parce que c'est WhatsApp qui nous informe des nominations, WhatsApp qui nous informe de telle action, de telle... Mais on ne peut pas passer d'une extrémité à une autre. Le gouvernement précédent était à une extrémité, fait beaucoup de partage médiatique, mais le pouvoir actuel est passé totalement de l'autre côté. Merci. En toute chose, la mesure. Il faut la mesure, il faut communiquer, il faut que les Béninois doivent savoir ce que fait leur président. Le chef d'État n'est plus un homme d'affaires, ne dirige plus une entreprise. Il est la première personnalité de notre pays et nous voulons savoir comment il fonctionne, comment il travaille, qu'est-ce qu'il fait. Et ce n'est pas par les WhatsApp que nous serons informés. Merci, donc moi, je souhaite qu'il faut corriger un peu le tir et nous souhaitons que... Merci infiniment. Voilà. Votre mot de conclusion. Oui. Ma conclusion, c'est que dans tout ce qui se déroule, la volonté de faire économie à tout prix, il faut conserver un certain nombre de choses. Oui. Les acquis sociaux, c'est extrêmement important pour le Bénin, pour se développer. L'homme est l'alpha et l'oméga du développement. Les acquis sociaux, les acquis de nos populations. Les acquis de nos populations. J'ai appris qu'on devait supprimer les microcrédits. C'est sur WhatsApp. C'est sur WhatsApp. Ne sont pas nos sources. Bon, si ce n'est pas nos sources, il n'y a pas d'autres sources. Ensuite, il faut de la tenue. Et il faut rehausser le Bénin, l'éclat du Bénin. Ce que le président de la République est allé faire en France, ça nous a rabaissé. Qu'est-ce qu'il est allé faire en France? Mais vous avez suivi sa première visite au président français. Ah non, on ne va pas reprendre. Le débat a été mené, mais le Bénin a été ramené au plus bas. Il faut veiller. Sur quel aspect, vous soyez un peu plus clair, particulièrement sur ce que vous dites par rapport à la visite en France? Qu'est-ce qui nous a rabaissé? C'est d'abord même, j'ai comme l'impression que c'est toute l'organisation de la visite et puis la déclaration. Vous avez entendu le président français faire l'éloge de la démocratie du Bénin et de ses cadres. Et notre président a pris le contre-pied par rapport à la démocratie et aux cadres.
C'est ce que nous avons de plus cher, c'est ce que nous vendons. Nous disons que nous sommes les précurseurs de la démocratie en Afrique. Mais si on nous ramène comme cela, donc il faut que, si c'est une question de préparation, que les dossiers soient préparés, que les interventions soient préparées, qu'on puisse communiquer, que nous entendions et que nous puissions finalement suivre. Merci, M. Azatassou. Un mot de conclusion sans revenir sur tout le débat. C'est avec beaucoup de satisfaction, je dis, de sourire aussi quand même, que je reçois les leçons de préparation des dossiers pour un président de la République de la part de Azatassou. Nous avons vu comment les dossiers ont été préparés avant. Alors je voudrais dire que, M. Célestin Mara, on ne peut pas en 100 jours entreprendre de restaurer à la fois l'économie, les structures sociales, les déficits que nous avons observés de tout genre dans tous les secteurs. Mais en 100 jours, vous aurez compris que le plus important a été fait et que le rythme, la cadence a été accélérée. C'est peut-être le niveau de cadence qui ne permet pas de lire la communication. Lorsque l'on a beaucoup de choses à faire, peut-être on ne considère pas certains aspects. Cette question sera sans doute corrigée. Mais restaurer l'image du Bénin, évidemment, c'est une préoccupation importante. Le Bénin dégradé, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et quand on dit qu'on a rabaissé le Bénin était à quel niveau? Qu'un président de la République qui est vrai dise les choses vraies, que l'on constate tout le temps, tous les jours. Regardez les résultats des examens. Regardez les résultats des examens. On fraude au primaire, on fraude au secondaire, et on fraude pour permettre aux gens d'entrer dans la fonction publique. Ce n'est pas de la dégradation de l'image du Bénin, ce n'est pas ce que lui fait ça. Et donc je voudrais encore une fois appeler chacun à la raison, à la vigilance afin que nous puissions aller de l'avant. Merci infiniment. Le nouveau départ au scanner, c'était le thème central de cette émission. Je voudrais remercier mes invités, remercier tous ceux qui nous ont suivis de bout en bout, remercier les techniciens de l'ombre et surtout dire merci à notre directeur général, au directeur de la télévision qui nous ont accordé cet espace. Bonsoir chez vous et à dimanche prochain.